écoutez, nous allons peut-être démarrer cette conférence. J'espère que vous avez apprécié cette très belle exposition de photos prises par Nadine Berlieras et son équipe. Si vous n'avez pas eu le temps, vous aurez le temps un petit peu après, si vous voulez. Donc, merci d'être venu. Merci à Nadine Berlieras d'être parmi nous aujourd'hui et de nous présenter ces très belles images et de nous faire voyager, suivre les cellules qui parcourent et qui forment l'embryon. Nadine est diplômée de l'École normale supérieure de Cachan. Elle est actuellement directrice de recherche au CNRS où elle dirige une équipe bioémergence à Gilles-sur-Yvette. Elle, en fait, développe dans cette équipe des outils, de nouveaux outils de microscopie 3D, 4D, et fait de la modélisation et se consacre beaucoup à l'embryogénèse. Et c'est l'embryogénèse et sa passion pour l'embryogénèse qui l'a conduit à venir parmi nous, en fait, puisqu'en fait, elle aime beaucoup les modèles marins pour ce qu'on peut en tirer, les informations que l'on peut en tirer. Et ça l'a amené en fait à venir s'installer, au moins en partie, et à amener une partie de son équipe et de son équipement à l'Observatoire il y a quelques années en fait. Maintenant, ça fait presque 2 ans que tu es parmi nous. Et de cet équipement, elle a fait ressortir parmi les très belles photos que vous avez pu voir à l'entrée. Voilà, Nadine est embryologiste et elle va donc vous parler aujourd'hui du travail, de son travail personnel et de celui de son laboratoire. Et va nous faire voyager dans le temps. Merci Nadine. Merci. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous et donc vous verrez effectivement si vous avez envie qu'on discute non seulement devant les photographies mais aussi devant les vidéos qui tournent sur les ordinateurs qui sont à l'extérieur et éventuellement aussi jeter un coup d'œil aux équipements qui nous permettent de travailler de cette façon. Vous êtes vraiment les bienvenus après cette conférence. Nous avons décidé avec Anne-Marie de donner comme titre « Voyage des cellules dans l'embryon » et ici un embryon de poisson, 2 cellules, une cellule, 2 cellules. Donc c'est le début de son histoire, cela dit. Si j'ai 2 cellules, c'est que déjà la cellule œuf s'est divisée. Donc effectivement, vous verrez que notre histoire est beaucoup, puisque ce sont les choses qui nous occupent dans le laboratoire, une question de comment les cellules constituent l'organisme, d'où cette idée de voyage, puisque vous verrez qu'on les observe en train de se déplacer, de s'organiser pour générer les formes et les organes. Cela dit, quand j'ai préparé cette conférence pour vous, la chose qui me préoccupait beaucoup, c'était de vous percevoir à quel point il était important d'être précis, d'être au clair sur ce que sont les échelles de temps et d'espace, des processus, des phénomènes que l'on est en train de regarder. Et pour illustrer cette question-là, j'ai ici un film que je dois à un de nos collaborateurs dans le laboratoire, qui est Luc Foubert, qui a passé un an de sa vie à filmer un arbre dans un paysage de la Mayenne. Et donc il a exactement ce principe d'observer le phénomène, donc de l'évolution de cet arbre au cours des saisons, en ayant, donc là, je pense qu'il filmait son imagerie de l'ordre d'une image toutes les quelques minutes, et donc ça pendant toute l'année, et de fait, quand vous mettez bout à bout ces images à une cadence vidéo, vous allez voir cette évolution extrêmement rapide de votre arbre au fil des saisons, qui tout d'un coup va vous donner une perception de ces processus qui finalement, si vous les laissez à l'échelle de l'année, bon, vous savez que ça se passe, mais vous en avez certainement une perception différente, et j'étais en particulier là frappée par beaucoup de choses d'ailleurs, le mouvement des nuages, la course du soleil ou la course de la lune dans ce paysage. À une échelle de temps beaucoup plus courte, et vous allez voir, j'ai un petit film de cet extrait de Lina, et j'ai un film plus long où on a toutes les stratégies de nos collègues de l'Institut Pasteur, Jean Commandant en particulier, pour filmer ces évolutions-là. C'est une fleur de cyclamène, et tout d'un coup, vous faites ce principe de time-lapse, je filme à intervalles de temps réguliers, et je calcule mes intervalles de temps de façon à ce que quand je vais passer mon
film en cadence vidéo, j'ai tout d'un coup une perception de ce que sont ces mouvements-là, à cette échelle macroscopique de ma fleur. Si je regarde mon embryon, là, ce qui va m'intéresser, c'est à la fois macroscopiquement quelles sont les formes qui sont en train de se générer, mais je veux pouvoir regarder au niveau des cellules. Et donc là, mon échelle de temps, ça va être celle des cellules qui vont se déplacer. À quelle vitesse se déplacent-elles? Tous les combien vont-elles se diviser? Puisque donc on est d'accord, j'ai commencé avec un œuf qui va faire une seule cellule, qui en fera 2, puis 4, puis 8, puis 16, etc. Et donc là, je veux que mon imagerie me permette de ne rien perdre de ça. Donc là, dans mon embryon de zébrafiche, par exemple, si je dis au début, j'ai une cellule, puis je vais en avoir 2, puis 4, avec des divisions tous les quarts d'heure. Là, tout de suite, je sais ce que va devoir être mon rythme d'imagerie si je ne veux rien perdre de ces événements. Ensuite, je vais avoir des cellules qui vont se déplacer de plusieurs microns par minute. Et à nouveau, si je veux pouvoir les suivre et que les algorithmes qui analysent les images puissent les suivre, j'ai de vraies contraintes sur les conditions dans lesquelles j'image et ce que sont les choix que je fais sur la fréquence de mes images et aussi sur des résolutions dans l'espace. Donc ça, étant dit, c'est une façon de résumer ce que je viens de vous raconter, la perception que nous avons de la nature et des phénomènes qui s'y passent est complètement liée à la perception que nous avons du temps et de l'espace. Et quand je discute ça, et c'est vrai qu'avec tout notre travail, je suis absolument convaincue que, et je pense que je partage ça avec pas mal de scientifiques, sur le fait qu'il est absolument essentiel d'avoir les outils pour voir. Et je bute à chaque fois, et j'ai notamment des collègues théoriciens, mathématiciens qui viennent là-dessus en me disant mais Schopenhauer, lui, pense que finalement, ce n'est pas le plus important de voir ce que personne n'a encore vu. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir penser différemment en face de quelque chose que tout le monde a vu, savoir penser les choses. Alors je dis bien sûr, ça c'est incontestable. On peut le voir d'ailleurs avec nos photos, vous allez les regarder et vous et moi n'allons pas y voir les mêmes choses, c'est certain. Mais par contre, je dis que si nous n'avons pas les moyens de les observer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme hypothèse sur une phénoménologie si mes conditions d'observation ne sont pas adéquates? Donc, je suis effectivement là pour, pas dire, ne privilégier ça au détriment de penser les choses, mais il est absolument essentiel, et c'est une grosse partie de notre travail, de savoir développer des outils qui vont nous permettre de voir ce qui se passe. Et donc par exemple, je sais que j'ai un questionnement que je ne résoudrai sans doute jamais, parce que ça fait face à des obstacles qui sont quand même relativement insurmontables, même si on peut approcher un peu des choses de genre. Un cancer en train de se faire. Est-ce que j'aurai un jour les moyens d'avoir sous mon microscope un tissu dont je dis ah oui, là je sais, par rapport à toutes les observations que j'ai faites, le tissu que j'ai sous mon microscope en ce moment, où cet organisme il est normal, tout va bien. Et à un moment donné, est-ce que je pourrais voir sous mon microscope se faire ces premiers événements dont on me dit ah c'est ça, le cancer est en train de survenir. La chose dont on vous dit ça s'est passé il y a une dizaine d'années, je veux dire, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Je voudrais voir ces cellules dont on me dit, elles n'ont pas bougé pendant 10 ans et tout d'un coup elles se mettent à bouger. Donc c'est ça mon questionnement, c'est de dire, ok, si je ne suis pas en mesure de voir les choses en train de se faire, je vais spéculer. Peut-être que je vais bien tomber, mais peut-être que je serai complètement à côté de ce qui se passe. J'ai pour illustrer ça, et donc c'est effectivement le contexte dans lequel ont été filmées ces fleurs de cyclamène. Et je voudrais partager avec vous cette archive. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver assez facilement ces films de Jean Comandon, qui sont des archives de l'INA et sur des films faits à l'Institut Pasteur au début du siècle dernier. Et je le trouve extrêmement touchant, donc on va voir si j'arrive à vous le faire passer. Je laisse le commentaire d'origine. Marey, leur précurseur, avait construit un appareil qui enregistrait 25 images par seconde.
Le docteur Boulle créait un appareil qui, sur un film enroulé autour d'un tambour d'1 mètre de circonférence, qu'un moteur électrique faisait tourner à 50 tours minute, se montrait capable d'enregistrer 2000 images à la seconde. Le film ainsi obtenu permet donc de rendre visible en projection normale les mouvements d'aile d'un insecte qui vole que la science a ainsi pu étudier. Ou la rupture d'une bulle de savon, curiosité que les hommes sans le ralenti cinématographique n'auraient jamais pu connaître. 2000 images, c'était trop peu encore. En 1924, l'Institut Marais réalisa un appareil pouvant obtenir 20 000 images à la seconde. Ce système permit de connaître l'action d'une balle traversant une plante. Mais à côté de ce procédé de laboratoire, Noguès, en 1909, possédait déjà un appareil portatif, l'ultra-cinématographe, grâce auquel il enregistra à 240 images par seconde les magnifiques foulées de Jean Bouin. Et c'est ainsi que nous pouvons connaître par ce film inédit la course du grand athlète français et la décomposition d'un saut périlleux de pied ferme. Au Conservatoire des Arts et Métiers, Jean Painlevé a obtenu avec l'appareil inventé en 1939 par Luc Simbert 3000 images à la seconde. Cet appareil portatif, entraîné par un moteur électrique, utilise un film à déroulement continu devant lequel tourne un tambour garni de 36 petits miroirs qui renvoient l'image dans l'objectif. Jean Painlevé a ainsi présenté le prix d'une bouteille par une balle à 24 images et là à 3000 images par seconde. Le ralenti, comme on le voit, a ouvert de nouvelles fenêtres à la science. C'est un observateur de Meudon que j'enseigne en 1874 en inventant son revolver astronomique pour enregistrer le passage de Vénus devant le Soleil, créa le cinéma astronomique, une plaque daguerréenne animée d'un mouvement de rotation discontinu, s'adaptait au revolver fixé à l'extrémité d'une lunette horizontale, placée devant un héliostat comme le montre cette gravure publiée en 1875. En 1936, une mission française s'en allait en URSS pour cinématographier une éclipse totale de soleil. L'appareil, placé devant un héliostat qui renvoyait l'image, filma à la vitesse d'une image par seconde le passage de la Lune devant le Soleil. La science des mondes inconnus, grâce au cinéma, faisait chaque jour un pas en avant. C'est ainsi que dans le monde entier, les missions enregistrent chaque année des documents qui permettent à l'homme de plonger plus loin dans l'inconnu. C'est ainsi qu'un Français, M. Riot, a inventé en 1935 un système permettant de créer des éclipses artificielles et d'étudier la couronne solaire. Le ciel de Meudon n'étant pas favorable en raison des brumes maritiennes, c'est au pic du Midi, à 3000 mètres d'altitude, que M. Riot a obtenu ce film extraordinaire des protubérances solaires. Pour la première fois, on a pu étudier leurs mouvements, dont on ignorait la forme et la vitesse. Ce sont en réalité des explosions, dont les flammes s'élèvent jusqu'à 200 et 300 000 km. L'application du cinéma à l'exploration sidérale est donc devenue d'usage courant en raison des multiples avantages qu'elle offre à l'astronomie. L'astronome a aujourd'hui dans son arsenal non plus seulement le télescope d'autrefois, mais ses appareils de prise de vue
Des recherches dont les témoignages filmés s'avèrent extraordinaires. Le microforme de Pombrune permet de fabriquer en verre les micro-instruments chirurgicaux dont le diamètre atteint le millième de millimètre à l'aide d'une soufflerie et d'un foyer consistant dans un filament de plastique porté à l'incandescence par le passage d'un courant électrique. Une épinure de verre est placée dans un petit tube métallique fixé sur le bourrillon. Le fil de platine est mis en contact avec l'extrémité platine et en l'éloignant très lentement, on obtient une pointe dont la finesse peut atteindre un millième de millimètre. Telle est cette micro-aiguille comparée sous le microscope à la pointe d'une aiguille ordinaire qu'on voit grossi 50 fois sur le film. La fabrication d'un micro-crochet participe sensiblement de la même technique. Le filament, moins chauffé, est mis en contact avec l'extrémité du fil de verre qui se courbe sous la pression. Et voici le résultat de micro-crochet présenté à travers le chat d'une aiguille à crochet du modèle le plus fin. Pour ces prises de vue cinématographiques, le docteur Commando utilise un appareil à vitesse variable placé au-dessus d'un microscope dont la préparation est éclairée par un arc électrique dont un obturateur coupe la lumière pendant la descente du film, cependant que le viseur à prisme permet de pratiquer pendant la prise de vue les micro-opérations. C'est à ce système qu'on doit des films hallucinants, comme cette opération d'un globule rouge parasité dans du sang de grenouille. Le docteur Commando, à l'aide d'une micro-aiguille, vient de perforer le globule parasité qui se vide de son hémoglobine. Le X éclate et le parasite qui ressemble à un verre quitte le globule maintenant devenu transparent. Le cinéma donne à la science de nouveaux moyens de pénétrer les mystères de la vie. Là ne se borde pas l'étude du docteur Commando. Avec son collaborateur de Pombrune, il a mis au point une installation qui permet de cinématographier la croissance et les mouvements des plantes. Dans une serre bien orientée pour recevoir les rayons du soleil, la plante s'offre pendant des jours et des semaines à l'action d'une caméra automatique à intervalles réguliers. Cependant, au même instant, les rideaux se ferment et s'allument des lumières pour placer le végétal dans les meilleures conditions photographiques. C'est ainsi que, grâce à ces prises de vue, effectuées toutes les 120 secondes, la germination d'un grain de blé a pu devenir un spectacle étrange et saisissant. L'horloge, cinématographiée dans les mêmes conditions, a fait comprendre l'accélération obtenue qui est de l'ordre de 2000 fois, et grâce à laquelle l'épanouissement de la fleur de pissenlit ou l'éclosion de la fleur de cyclamène ont l'air sous nos yeux d'opérations magiques. Cette même horloge nous fait comprendre dans les mouvements de la tige du bison que chaque seconde de projection représente l'évolution de la plante en 2 heures. Saviez-vous que les plantes dormaient et que ce petit trèfle qu'on trouve dans tous les jardins s'affaissait le soir pour se redresser le matin? Le point percé dans le rideau du fond indique la succession du jour et de la nuit. Nous sommes au cœur des mystères du monde, de ce monde qui ne les laisse découvrir qu'un à un. Et le spectacle du sommeil des pâquerettes est une découverte pour les yeux des hommes auquel d'ailleurs ils ressemblent. Car saviez-vous que seuls les jeunes pâquerettes dormaient en se fermant la nuit et que, en vieillissant, les pâquerettes comme les hommes perdent le sommeil? Le cinéma français a donné place à la science. Il n'a pas fini en lui ouvrant des portes nouvelles de nous étonner encore. Donc le principe de ce qui est dans ce film, j'espère que vous l'avez aimé autant que moi, est complètement conservé dans les stratégies que nous avons, et même plus que ça d'ailleurs, les outils qui sont mentionnés, notamment ce micro-manipulateur pneumatique,
Il y a quelques années, on est allé exhumer ça avec un collègue de l'Institut Pasteur, on est allé exhumer ça du musée de l'Institut Pasteur, et il a en fait une précision qui est inégalée même par rapport aux outils qu'on peut acheter aujourd'hui. Et je dirais que le principe de micro-forger ces outils de verre pour pouvoir faire des manipulations d'embryologie expérimentale sont exactement ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc revenons-en à cet embryon. Et non, ok. Cet embryon de zébrafiche que je vous ai mentionné sur la première diapositive, et il a ici en accéléré les 15 premières heures de son développement avec une imagerie qui est la chose la plus simple qu'on peut faire, contraste interférentiel, cela dit un champ clair. Alors on voit effectivement les cellules, mais à un moment donné, quand elles deviennent très petites, puisque là au fil de ces premières divisions, les cellules sont de plus en plus petites, on en perd la trace, je dirais, avec ce type d'imagerie pour ne plus avoir que la morphologie globale. Et j'ai voulu vous récapituler ici ce que l'on entend par le cycle de vie de l'individu et les périodes qui vont nous organiser, qui nous intéresser, qui correspondent aussi aux photos qu'on a installées dans le hall. Donc, chacun d'entre eux, de ces organismes, je dirais, du monde animal, voire même du monde végétal, vont commencer avec une seule cellule, c'est propre de la multicellularité fondée sur une reproduction sexuée. Et pour arriver à faire un organisme de ça, je dirais que les principes généraux, finalement, sont toujours les mêmes. Une seule cellule, je ne fais rien, il m'en faut un certain nombre. Et le nombre dépendra des organismes auxquels on a affaire. Avec plus de cellules, je vais pouvoir faire des couches de cellules et organiser un plan du corps, donc en particulier les axes antéro-postérieurs, pour ce qui me concerne, les dorsaux-ventrales. Et seulement après ça, je vais commencer à pouvoir peaufiner, raffiner la formation des organes et aboutir à l'individu adulte. Et ne pas oublier que ces boucles de vie se font au cours du temps et qu'il y a finalement une échelle ici qui est escamotée d'une certaine façon, qui est la continuité de ces générations depuis les origines de la vie. J'aime bien rappeler que si nous sommes là pour en parler, c'est qu'il y a eu au fil des générations qui nous ont précédés, au moins une cellule qui est restée vivante, je dirais l'œuf dont nous sommes issus, je veux dire, c'est une succession finalement d'œufs, et il faut absolument que cette cellule et sa structure soient là, ne meurent pas, gardent leur intégrité pour qu'effectivement il y ait cette continuité de la vie qui est aussi importante au plan de la compréhension qu'on peut avoir des processus. D'une certaine façon, comprendre ce développement, je dirais, va quasiment de pair avec alors comprendre ce qui s'est passé au cours de l'évolution, où on est obligé de spéculer beaucoup, puisque du coup, si je vous disais ça, je tiens à pouvoir l'observer, il est évident que pour ce qui s'est passé au cours de l'évolution, je ne vais pouvoir que spéculer et m'appuyer sur ce que peut être la diversité biologique pour me faire une idée de ce qu'est l'histoire. La chose qui va m'importer dans la constitution de cet organisme, c'est de comprendre les différents niveaux d'organisation qu'il a. Donc là, je vais rentrer, en essayant de ne pas faire trop compliqué, quand même dans la complexité du vivant. Un organisme entier qui est formé d'organes, dans ces organes des tissus qui sont constitués de cellules. Alors les cellules, j'insiste là-dessus, et voilà, effectivement, c'est une grosse machinerie, enfin, toute petite machinerie, mais pleine de choses. Et donc, sans rentrer dans le détail de ce que représente ce schéma, je dirais au moins il nous indique que la cellule est la plus petite unité vivante des organismes et qu'il y a à l'intérieur de cette cellule toute une machinerie qui fait qu'elle est vivante, qu'elle va fonctionner, qu'elle va pouvoir se diviser, qu'elle va pouvoir participer à la constitution des organismes. Mais donc ça veut dire qu'à l'intérieur des cellules, je peux descendre au niveau de ces compartiments. Donc là j'appelle ça un compartiment, voilà, je veux dire une petite entité qui a son autonomie mais qui cependant participe au fonctionnement du tout et qui va être elle-même constituée de molécules. Et alors parmi les molécules, il y a effectivement des molécules plus particulières qui sont celles qui constituent nos gènes et qui sont alors une partie de notre hérédité. Je tiens beaucoup aussi à transmettre comme message que notre hérédité, ce n'est pas que de la génétique. Quand je disais qu'il y avait cette continuité d'une génération à l'autre de l'œuf,
représentez-vous cet œuf qui contient vos gènes, et ces gènes ne sont rien, ne peuvent rien s'ils ne sont pas dans le contexte de cette cellule qui sait quoi faire avec. Et ça est hérité. Je veux dire, nous héritons cette cellule de nos mamans. Je dirais que c'est l'hérédité maternelle qui nous donne cet œuf et sa structuration et la capacité que cet œuf a de savoir utiliser ses gènes. Donc cela va, alors j'ai ce petit fil, j'aurais dû mettre en boucle parce que du coup il passe assez vite, où j'ai mes stratégies d'observation. Je suis ici dans un embryon de poisson, j'ai ici une cellule, et dans cette cellule je vais voir mes petits flashs verts là, qui sont les indications de ces arrangements moléculaires qui vont séparer les jeux de chromosomes au fil des divisions cellulaires. Donc si je le rejoue une dernière fois, je vais avoir comme deux petites mains de ce fuseau qui attrapent deux paquets rouges, qui sont deux paquets de chromosomes qui sont en train de se distribuer dans des cellules filles au moment de la division d'une cellule. Donc mon travail dans cette histoire de la morphogénèse, que ce soit le développement d'un embryon ou des processus physiologiques, je dirais même plus tard au cours du développement, cela va être d'élucider ce que font les cellules et comment elles le font. Donc là, j'ai emprunté à des collègues de l'INRA, de l'Institut de recherche agronomique, Christelle Langevin et Pierre Boudinot, des images qui sont leur travail et qui sont une queue de larve de zébrafiche. Et si je le repars, parce que du coup ça va assez vite, la queue est intacte et vous allez voir qu'à un moment donné, on va faire une blessure, une brûlure qui se fait au laser. Et regardez bien ce que font les cellules qui sont marquées, ce sont les macrophages, ce sont les cellules du système immunitaire, les premières qui arrivent sur une blessure finalement pour nettoyer la blessure et participer, avaler les cellules mortes, se débarrasser des cellules mortes et participer au processus de cicatrisation. Regardez bien ces cellules elles sont quiescentes, elles sont immobiles, elles sont au niveau de la veine ventrale dans cette queue de larve de zébrafiche. Et au moment où on va brûler, regardez ce qu'elles font. On devrait voir la brûlure survenir. Voilà, brûlure. Et tout d'un coup, ces cellules qui, effectivement, étaient là, ne faisaient pas grand-chose, se précipitent sur le lieu de la blessure et vont participer à je dirais, une forme de résilience, de cicatrisation de la chose. Donc là, pour le coup, je suis susceptible de voir ça et de discuter ce qui se passe, parce que ces cellules sont rouges, donc ça veut dire que je les distingue des autres. Et donc, là, je dirais que c'est toute la technologie, les technologies que nous utilisons pour marquer d'une couleur particulière des cellules d'intérêt. Donc là, en l'occurrence, je dis mes cellules d'intérêt, et mon questionnement est celui des cellules du système immunitaire et de comment ces cellules interviennent sur le lieu d'une blessure. Et c'est parce que j'ai été en mesure de les rendre rouges et distinctes du reste de l'embryon que je vais être susceptible de les suivre pour discuter ce qu'elles font dans le contexte de cette blessure. J'ai finalement, dans un niveau de difficulté un peu supplémentaire, c'est un travail qui n'est pas autant nous avons contribué à l'analyse des données précédentes sur cette blessure dans la larve de zébrafiche, sur les images de nos collègues de l'INRA. J'ai voulu sortir un travail qui n'est pas celui de mon laboratoire, mais qui aurait pu l'être, parce que je dirais typiquement les stratégies qui sont utilisées là-dedans sont des choses que nous savons manipuler, et je pense que finalement, je le prends pour être un bon exemple de ce que nous pouvons faire en termes, je dirais même, d'application et de services que nous pouvons rendre à la société avec le type d'études que nous faisons. La question de la thalidomide, cette drogue qui était utilisée dans les années, fin des années 1950, début des années 1960, et qui était finalement un médicament de confort proposé aux femmes enceintes qui avaient des nausées, je dirais, plus invalidantes que de coutume. Et il s'est avéré, on a mis quand même plusieurs années à corréler cette prise de médicaments avec des anomalies de développement tout à fait catastrophiques. Et encore, je veux dire, si vous allez sur Internet et que vous regardez thalidomide, je veux dire, les images sont toutes plus terrifiantes les unes que les autres. J'ai pris celle-ci qui, d'une certaine façon, l'était presque moins que d'autres.
Cette petite fille est parfaite de partout, sauf pour le développement de ses membres. Et on appelait ces enfants-là des enfants pingouins, parce que de fait, le développement des membres, bras et ou jambes, donc les deux, voilà, 1, 2, 3, 4 membres, se retrouvaient à être totalement atrophiés. Donc là, elle a effectivement un moignon à la place du bras. Son pied semble relativement normal, encore que je ne suis pas complètement sûre. Donc à l'époque, effectivement, si, quand on a mis ce médicament-là sur le marché, on avait eu la stratégie, je dirais que si les industries pharmaceutiques avaient eu la stratégie très simple, mettre cette drogue dans l'eau dans lequel je fais se développer un œuf de poisson, ou alors si on l'avait, donc là en l'occurrence c'est sur un embryon de poulet, on aurait pu l'injecter, je dirais, dans un œuf de poulet pour regarder ce qu'étaient les conséquences sur le développement, soit d'un embryon de poulet, soit sur un embryon de poisson. Regardons-le sur le poisson. Il a été, donc là, oubliez ma légende, je vais la discuter après. Ces animaux-là, celui-là est normal. Celui-ci aurait exactement la morphologie qu'il aurait eu si j'avais ajouté à l'eau du bain cette substance, la thalidomide. Et là, on se retrouve avec un embryon normal qui devrait avoir ses petites nageoires, et celui qui a été en contact avec la drogue n'a pas de nageoire. Donc finalement, la nageoire, c'est l'équivalent du bras de la petite fille, et en présence de la drogue, cet embryon de poisson s'est développé sans être capable de former ses nageoires. Ce qui a été identifié, c'est finalement une publication récente. Je vous disais que le drame remonte aux années 1960. C'est dans une publication publiée dans un journal prestigieux, dans lequel on est content de publier. Et nos collègues ont publié leur travail dans Science en 2010, donc ce qui est quand même, je dirais, 40 ans après le désastre. Et eux, ils ont fait ce travail-là. Ils ont pris la drogue, elle a sa formule chimique est là, et ils l'ont appliquée soit sur des embryons de poulet, soit sur des embryons de poisson, et ils ont constaté le défaut. Leur travail a été de dire comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai cette drogue-là dans l'organisme, et qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules? Donc ce qu'ils ont été capables d'identifier, c'est ce qui illustre ici, donc c'est un peu plus compliqué effectivement. Ils ont été capables d'identifier que la molécule a de l'affinité, c'est-à-dire vraiment un principe clé-serrure. Si vous la mettez en contact de tous les constituants d'un organisme vivant, vous allez voir que la molécule reconnaît, donc vraiment a une interaction du genre clé-serrure avec une protéine particulière à la surface des cellules. C'est quelque chose de fortuit. Voilà, je veux dire, c'est un hasard, on va dire mauvais hasard. Et lorsque cette interaction se fait, cette protéine à la surface des cellules, qui a normalement sa fonction pour le développement d'un membre normal, ne va pas agir. Ça va être comme si on l'avait supprimée, cette protéine. Ce qu'ils ont fait ensuite, nos collègues, ils ont identifié cette molécule, ils ont dit « Ah, ça c'est une protéine qui est synthétisée à ce moment-là, à cet endroit-là. » Et donc on va montrer effectivement que si cette protéine n'est plus là, c'est comme si on avait fait baigner un embryon dans la drogue. Donc ils ont fait ce très joli travail de faire ce parallèle entre l'effet de la drogue et la perte d'une protéine qui a une fonction particulière dans l'embryon et en l'absence de laquelle le développement du membre ne se fait pas. Donc effectivement, la chose pour laquelle on plaide, et je dirais la chose pour laquelle on travaille en faisant le travail que nous faisons sur ces processus du développement embryonnaire, peut avoir d'autres applications, mais celle-là en particulier. Je dirais qu'on se donne les moyens de faire un travail suffisamment fin pour pouvoir dire ce que fait une substance, que ce soit un produit toxique ou quelque chose qui a un pouvoir thérapeutique éventuel. Qu'est-ce que fait cette substance quand elle est dans l'organisme et qu'est-ce que ça fait au niveau de chaque cellule, qui soit à la fois un effet désirable, voire un effet indésirable, puisque là, du coup, c'est typiquement un effet totalement indésirable qui s'est produit. Et je dirais que ce passage finalement de nos stratégies fondamentales à des stratégies de l'industrie pharmaceutique pour utiliser la puissance des outils qu'on développe n'est pas une chose évidente, parce qu'on se retrouve là face à tous les obstacles, je dirais, de l'industrialisation et éventuellement de la fiabilité d'ailleurs, et de la standardisation des protocoles. Et il y a hélas toujours ce décalage important dans le temps entre les connaissances que l'on peut avoir et la façon dont elles sont utilisées. Donc je vais
revenir à la question de mes cellules et de cette question, je veux dire, que font les cellules dans l'organisme dans des conditions d'un développement normal, voire dans des conditions d'un développement pathologique, qui serait effectivement, je peux dire qu'en condition de traitement par la thalidomide, j'ai un développement pathologique. Donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est, un peu comme je vous le disais d'ailleurs pour la survenue du cancer, c'est me donner des moyens d'observation en allant dans l'organisme entier, au niveau de chaque cellule, regarder ce qu'elles sont en train de faire et être susceptible à un moment donné de dégager des lois, de dire ok, dans un développement normal ça se passe de cette façon, et si j'observe quelque chose qui n'est pas de l'ordre du normal, je veux pouvoir prédire quelle catastrophe est en train de se préparer. Et donc pour faire ça, on se retrouve à développer ces stratégies d'imagerie. Donc là, c'est à nouveau le développement d'un embryon de zébrafiche avec deux couleurs. Cette couleur-là qui vous donne les contours cellulaires et cette couleur verte avec un rendu qu'on doit à Thierry Savy, ingénieur dans le laboratoire qui est dans cette salle avec nous, qui sera plaisir de vous montrer ces vidéos à l'extérieur. Et donc là, simplement, Thierry a projeté ici, c'est des projections de cet embryon où vous voyez ces flashs verts qui correspondent à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir à ces réseaux de tubules qui vont séparer les chromosomes au moment de la division. Donc à chaque fois que j'ai un flash, je sais qu'une cellule est en train de se diviser. Et donc ça, c'est important pour moi. Que fait une cellule dans l'organisme, que ce soit l'embryon ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs? Elle est vivante ou elle ne l'est pas d'ailleurs, ça peut se discuter de savoir si elle est en train de mourir et sa mort peut être quelque chose de normal d'ailleurs, mais ça peut être quelque chose de pathologique. Si elle est vivante, elle va éventuellement se déplacer ou pas, elle va adhérer à ses voisines ou pas. Quand elle va toucher une voisine, c'est une question d'ailleurs de savoir si elle va effectivement rester collée à sa voisine ou si elles vont se repousser. Les deux cas de figure existent et ils ont des conséquences différentes au plan de la morphogénèse. Une cellule, je peux aussi l'observer en train de se déformer. Finalement, quand je dis qu'une cellule va se différencier pour former un neurone, c'est une cellule qui a de longs prolongements pour se connecter par exemple, se connecter à une cellule musculaire loin dans l'organisme. C'est un changement de forme qui m'indique que la cellule est en train de changer de fonctionnalité et finalement, ça veut dire que je peux discuter, voire prédire ce que la cellule est en train de faire en la regardant se déformer, si je suis susceptible de l'observer en train de se déformer. Et donc, se diviser, on en a déjà parlé. Donc, finalement, si je suis capable de faire ce type d'imagerie, voire ici, donc là j'ai l'embryon en sa globalité, là je suis en train de regarder chaque noyau de chaque cellule. Ici je n'ai que le noyau, la cellule, finalement sa membrane serait autour, mais là j'ai une imagerie qui me permet de cibler chaque cellule dans l'organisme. Et j'ai plus que ça, j'ai là pour le coup tout un travail informatique, parce que vous pourriez avoir des outils de visualisation, que nous avons d'ailleurs, visualisation interactive, pour aller à la main, pointer une cellule et regarder au cours du temps ce qu'elle est en train de faire. Si vous êtes en train de faire votre thèse et que vous avez ce type de questionnement, vous allez être content qu'on vous propose des outils informatiques pour ne pas avoir à travailler à la main, et c'est ce que nous avons développé. Et là maintenant, nous avons des algorithmes qui, en analysant ces images, vont positionner un centre approximatif de chaque noyau, et vous avez cette petite ligne qui en part, qui est ce que l'algorithme prédit du déplacement de ce noyau au cours du temps. Donc là, je vais pouvoir transformer ces images en tableaux de chiffres qui vont me dire qu'à chaque instant, les cellules sont positionnées de cette façon, vont se déplacer en suivant telle et telle trajectoire, vont se diviser à tel endroit, et finalement, je vais avoir toutes les données quantitatives qui vont me permettre de dire ça. Que sont en train de faire ces cellules au cours de la morphogénèse. Donc, si j'arrive à faire ça, je veux dire, en principe, quand je pose ça, je pourrais avoir cette histoire-là, ça pourrait être l'histoire de mon organisme complète, depuis le stade où j'étais un œuf, une seule cellule, jusqu'à maintenant. Je dirais qu'en théorie, je peux avoir ce concept de dire que je suis l'histoire d'une cellule qui s'est divisée et où toutes les cellules constituant mon organisme ont eu leur histoire de se diviser, de se déplacer, de éventuellement mourir, d'être du coup remplacées par d'autres qui elles se sont divisées. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le lignage cellulaire.
cette généalogie, si vous voulez, ce déploiement dans l'espace et dans le temps de ce processus de branchement. Donc on aime bien le processus de branchement parce que ça parle à mes collègues mathématiciens. Ils disent 1, puis 2, puis 4, puis 8. Effectivement, c'est un branchement qui a sa logique spatiale et temporelle. Et en fait, si j'avais ça, donc effectivement, j'aurais l'histoire complète de mon organisme, y compris d'ailleurs éventuellement des choses qui se passent en ce moment et dont je préférerais qu'elles ne se passent pas. Donc ça veut dire que les événements fâcheux, je pourrais aussi les voir, je pourrais dire par comparaison avec ce qui se passe dans une population, si j'avais la même connaissance pour la population, je pourrais dire qui est dans un espace normal et puis qui se retrouve à être dans un espace où ça va pas bien évoluer. Il se trouve que ce type de connaissances, on l'a actuellement pour un seul organisme. Je dirais que même si je le présente en disant ok, c'est vraiment fondamental d'avoir ce type de connaissances pour savoir ce qui se passe dans un organisme, en fait, du coup, c'est extrêmement difficile à reconstituer précisément à cause du nombre de cellules et puis aussi des difficultés d'observation. Je vous ai dit ça, je voudrais le voir en train de se faire. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas en train de se faire? Parce que du coup, j'ai des vraies contraintes au plan de la microscopie qui me permet de le faire. À quelle profondeur je peux faire des observations dans les tissus, quelle est la taille limite d'un organisme que je peux mettre sous le microscope. Et en ce moment, même un embryon de zébrafiche, là, qui va faire un peu moins d'1 millimètre de diamètre, c'est déjà gros à mettre sous un microscope. Et de fait, je pourrais, en faisant des efforts, arriver à observer tout du développement d'un poisson qui, à l'âge adulte, fera 3 cm, mais personne ne l'a jamais fait d'ailleurs, et ce serait déjà un gros défi. Donc le seul organisme pour lequel on a ce type d'histoire, c'est un ver, il s'appelle le nématode, et il a 1000 cellules. L'adulte a 1000 cellules. 1000 cellules, on se dit ça, effectivement, je peux faire. Je suis partie d'une cellule, je vais diviser 10 fois, je vais avoir 1000 cellules, ça, je peux imager, c'est petit, je peux l'imager, je peux les suivre, je vais arriver à reconstruire ça. Cela dit, mon embryon de zébrafiche, 1000 cellules, je dirais c'est un paquet de cellules, souvenez-vous, j'ai fait un paquet de cellules, mais elles ne sont pas différenciées, j'ai même pas fait de couche de cellules, j'ai presque rien au plan de la morphogénèse. Donc de fait, la difficulté devient tout à fait considérable lorsque j'ai affaire à des organismes qui ont besoin de beaucoup plus de cellules que ça et qui ont une taille bien plus importante. Ce travail-là, je pense qu'il sera fait un jour, mais je veux dire, on affronte les difficultés que je vais vous mentionner ici. Voilà le type d'imagerie qu'on essaie de faire sur un embryon de poisson pour tenter de faire ça, c'est-à-dire avoir cette histoire depuis la cellule initiale de l'œuf jusque aussi loin qu'on peut aller. Donc là, toutes les cellules sont marquées, elles sont marquées par l'expression de protéines fluorescentes. Je suis effectivement en train de modifier mon organisme pour avoir ces couleurs-là, parce que c'est une nécessité par rapport à la microscopie que j'utilise. Et j'ai toutes les cellules dont les noyaux sont marqués en rouge et les membranes des cellules sont marquées en vert. Donc voyez donc quoi, j'ai en principe, et j'ai bien calculé, comme je vous l'avais mentionné au départ, tous les combien je fais les images, de façon à pouvoir suivre les cellules au fil du développement de cet organisme, qui en outre a été imagé sur ces... Là, j'ai déjà été obligé, j'ai une vraie contrainte de microscopie, j'ai 2 angles. J'image la tête, je tourne l'embryon et j'image la queue. Donc ça veut dire que je suis en train de passer du temps là et que j'ai en plus un décalage dans le temps qui est de l'ordre de la minute entre ce qui se passe au niveau de la tête et ce qui se passe au niveau de la queue. Mais bon, j'essaye de travailler avec ces contraintes-là. Donc ici, c'est un film que Thierry Savy avait préparé pour tenter de vous illustrer comment on travaille notre microscope. Il envoie un rayonnement laser qui pénètre dans le tissu et qui va exciter les protéines qui sont potentiellement fluorescentes, mais qui ont besoin de recevoir le laser au niveau du plan focal, okay, du plan focal de mon objectif. Donc là, c'est ce plan focal, ce point focal qui est matérialisé ici. J'excite les protéines fluorescentes, elles envoient de la lumière, cette lumière est détectée, et je vais faire une image à partir de la collection des photons qui sont émis. Et comme je vais avoir fait ça sur chaque plan
plan par plan. Alors donc je dirais plan par plan, c'est le principe du scanner, on a tous eu affaire à ça. Le système par lequel je fais ces images est effectivement pas celui de votre scanner, hein, le scanner qu'on utilise à l'hôpital en résonance magnétique nucléaire. Là j'ai vraiment besoin de mon excitation laser point par point. Mais c'est le même principe, je fais des coupes optiques et je reconstitue l'ensemble du volume de l'organisme au prix d'avoir fait ces coupes optiques suffisamment serrées les unes des autres. Je ne veux pas qu'il y ait trop de distance entre deux coupes, parce que de la distance, c'est du trou d'information. Et en plus, comme je suis en train de faire ça en permanence, j'ai mon organisme qui se développe au fur et à mesure que j'ai l'image, et ça, pour le coup, généralement, on ne le fait pas à l'hôpital. On n'a pas besoin de cette imagerie pour voir comment votre organisme est en train d'évoluer sous le scanner, mais donc nous, là, on le fait. Et comme il est en train de se développer au fur et à mesure de mes volumes 3D, je répète ces volumes 3D suffisamment rapidement pour avoir les bonnes échelles de temps par rapport à ce que je vous racontais plus tôt. Peut-être que c'est cette diapositive-là qui va être la plus difficile de ce que j'ai à vous raconter, ou presque. J'ai mes images, donc ça je vous l'ai dit. Je transforme ces images avec mes algorithmes en mesures. Donc là, j'ai transformé mes images en tableaux de chiffres qui me donnent les informations dont je vous parlais. Position, déplacement des cellules, position des divisions. J'ai là, je dirais, toute l'information quantitative qui peut être analysée ensuite, je dirais, elle aussi, informatiquement. Elle peut être analysée statistiquement. Ce qui m'intéresse, et je dirais que pour moi, c'est là que je vais avoir compris ce qui se passe, je veux dire comment je suis en train de faire ici un embryon de zébrafiche. Je vais considérer que j'ai compris ce qui se passe au moment où je vais avoir dégagé des sortes de lois élémentaires. Je dirais un embryon de zébrafiche, c'est quoi au plan de ce que font les cellules? C'est des divisions toutes les 15 minutes. Est-ce que toutes les cellules se divisent toutes les 15 minutes? Ça veut dire est-ce qu'elles se divisent en même temps? Est-ce qu'elles ne se divisent pas en même temps? Comment évolue le volume de chaque cellule? Donc voilà, je peux avoir un certain nombre de questions qui toutes ont une réponse sous la forme de mesures. Et lorsque je vais avoir ce que sont ces évolutions, je peux finalement transformer ces observations en lois. Dire voilà, la loi d'évolution du nombre de cellules dans un embryon de zébrafiche, c'est ça. Et donc ça, transformer toutes ces observations et ces lois en formules mathématiques, si vous voulez, en équations. Et ces équations-là vont me permettre de faire ça. C'est-à-dire, du coup, que je fasse de nouvelles hypothèses et que je fasse évoluer la compréhension que j'en ai jusqu'à ce que mon modèle mathématique et mes simulations soient aussi proches que possible de ce que j'ai observé. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le principe de ce que nous faisons actuellement dans le laboratoire, étant susceptibles d'avoir des observations qui nous donnent des mesures qui sont à même d'alimenter ces modèles mathématiques à partir desquels on va simuler des embryons virtuels dont je pourrais dire si oui ou non ils reflètent ce qui se passe. Et j'ai ici, je crois que c'est finalement, pour ce qui me concerne, l'interaction la plus riche que j'ai pu avoir dans le laboratoire, avec éventuellement des collègues d'autres disciplines. Et là, c'est le travail de thèse de Julien Delille, qui, lorsqu'il a commencé sa thèse dans le laboratoire, ingénieur, n'avait pas de connaissances biologiques particulières, sauf sa curiosité, et qui, au fil de sa construction de cette simulation du développement d'un embryon de zébrafiche, est arrivé avec des questions qui toutes étaient pertinentes et qui éventuellement correspondaient à des choses absolument nécessaires pour construire son modèle, mais qui étaient éventuellement des choses, bon, soit que je prenais pour acquises, mais qui seraient plutôt une manière de dire bon, je ne m'étais pas posé la question, ou je n'avais pas pensé que c'était nécessaire d'avoir cette réponse-là pour construire le modèle. Et il est arrivé notamment en me demandant si j'étais susceptible, là, sur l'embryon, celui-là, c'est vraiment le frais pondu qui est au fond d'une boîte. Et donc lui a dans sa simulation la question de la viscoélasticité, donc vraiment des propriétés physiques du jaune, ce qu'on appelle le jaune de cet embryon de zébrafiche. Et il a voulu qu'on compare les propriétés qu'il avait simulées aux propriétés que j'observais effectivement en enfonçant cette bille dans le jaune de l'embryon de zébrafiche. Et de fait, je dois dire que son modèle est jusque-là extrêmement bien pensé. Donc j'ai voulu vous illustrer ici que je peux reproduire mes stratégies et procéder avec le même type de questionnement
pour une grande diversité d'organismes. Donc là, finalement, ce sont les organismes, et donc on a cet intérêt d'explorer la biodiversité. Je vous ai mentionné que ça faisait partie de notre compréhension du vivant que d'explorer la biodiversité et de déduire, si vous voulez, des similarités et différences entre espèces, ce qu'il peut y avoir d'extrapolable à l'humain, d'ailleurs. Et donc là, nous avons l'oursin, l'amphioxus, Assidie, le poisson et le lapin. Et donc pour tous, même questionnement, même stratégie, quels sont les voyages des cellules dans l'embryon pour constituer l'organisme, avec ces imageries où on a éventuellement deux couleurs, noyau, membrane ici pour un zébrafiche. Seulement les noyaux dans l'embryon de lapin, ils supportaient difficilement d'exprimer deux couleurs, d'avoir une couleur de plus. L'oursin qui a effectivement ces deux couleurs. Phalusia ici n'a qu'une seule couleur. J'ai en ce moment dans la pièce d'à côté, elle est avec nous à l'instant, Aline Roche qui sait mettre deux couleurs dans ces embryons-là. Et l'amphioxus qui est une des spécialités de Banyuls, excellent groupe de recherche de notre collègue Hector Escrivá sur cet embryon-là, et on a beaucoup bataillé pour avoir ces images. Je pense que ça doit se voir à la fin de ce film. Il va partir, voilà, il est sorti du champ, donc ça fait partie des difficultés auxquelles on a affaire là-dedans. Est-ce qu'on est en mesure de maintenir sous le microscope ces animaux en train de se développer, ces embryons en train de se développer, et qu'ils soient contents d'y être et qu'ils y restent? Il ne faut pas trop les contraindre, il ne faut pas qu'il y ait de déformation mécanique, il ne faut pas non plus que tout d'un coup, comme celui-là, il ait sa petite rangée de cils qui se mettent à battre et qui font qu'il nage et qu'il s'en va. Et donc ça fait partie des difficultés que nous avons à affronter. J'ai voulu donc là aussi peut-être un peu de difficulté, mais j'avais quand même envie de vous faire rentrer dans cette difficulté-là pour les quelques 10 minutes qui nous restent. J'ai ici toujours mon film d'un embryon de poisson. Et donc ce qui va m'intéresser ici, c'est lorsqu'il va arriver au stade 16 cellules. Donc j'ai une cellule, 2, 4, 8, 16. Elles se divisent plus ou moins en même temps. Et j'ai une configuration, je veux dire, qui est là pour le coup au stade 16 cellules, les embryons se ressemblent vraiment beaucoup. Et donc ici, c'est très grossi. Voilà une cellule au stade 16 cellules, c'est son petit noyau d'ailleurs, donc elle est grosse par rapport à la taille de son noyau. Et j'ai mis une flèche ici parce que ce que je vais faire, c'est une injection. Et donc ça, le jour où je fais cette injection et que j'injecte la substance que j'injecte, je capitalise, je dirais, des décennies d'investigation qui m'indiquent, donc c'est là que j'ai peut-être un peu plus de complications. C'est une schématisation de molécules qui sont dans la cellule. Ma cellule contient des milliards de protéines, et je dirais que le miracle du fonctionnement de la chose, c'est que ces protéines se rencontrent, quand elles interagissent, elles conduisent à des réactions, et je dirais que cette biochimie, finalement, c'est le moteur de ce qui fait fonctionner la cellule et qui est sous-jacent à tous ces comportements. Donc là, quand sont élucidés, je dirais, ces composants, et donc là, en l'occurrence, j'ai un certain nombre de protéines qui sont représentées dans ces petites boîtes avec un nom, elles ont chacun leur petit nom, donc là, c'est tout un bestiaire, je dirais, tout un jargon qui, lorsque j'interagis avec mes collègues mathématiciens ou physiciens, les fait hurler, parce qu'effectivement, quand ils lisent un papier de biologie, il y a des noms qui se promènent comme ça à toutes les lignes, et ils hurlent que c'est incompréhensible. Je dirais que les noms ne sont pas si importants que ça, finalement. Ce qui m'importe, c'est... J'ai schématisé ici la membrane cellulaire. Là, je suis en dehors de la cellule, là, je suis dans la cellule. Donc, ça m'importe de savoir ce que sont les protéines qui sont dans la membrane, ce que sont les protéines qui sont à l'extérieur de la membrane, de savoir quelles sont celles qui vont se rencontrer. À nouveau, cette rencontre, c'est une interaction clé-serrure, j'appelle ça l'affinité. Il y a des protéines qui... Vous pouvez mettre des protéines en solution et je dirais que la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles vont interagir, vraiment se coller l'une à l'autre ou s'ignorer totalement. Celles qui m'intéressent ici sont celles qui vont effectivement se coller l'une à l'autre parce que leurs structures sont bien faites pour ça. Et donc là, j'ai finalement dans la continuité de ces flèches ce qu'il se passe lorsque ces protéines dans l'espace extracellulaire rencontrent une dans la membrane et déclenchent une cascade de réactions ou d'interactions, si vous voulez, qui va aboutir à moduler l'expression génétique. Donc c'est là que
se cachent les gènes, avec le fait que ces cascades d'interaction vont aboutir à la synthèse de nouvelles protéines dans la cellule. Okay, donc la chose qui m'importe ici, c'est que ce que je vais injecter ici va permettre l'expression d'une de ces protéines dans cette cellule, où elle ne serait normalement pas présente. Donc là, je fais une modification génétique, si vous voulez. Je vais forcer l'expression d'une protéine, donc en l'occurrence ce récepteur, là, celui qu'on appelle TAR, je vais forcer son expression dans cette cellule. Et alors d'ailleurs, vous allez voir que j'ai deux cas de figure. Un où je vais vous montrer ce que j'obtiens si je force l'expression de cette cellule, de cette protéine dans cette cellule. Et vous allez voir aussi ce que j'ai comme conséquence si je construis des poissons qui sont dépourvus, qui ne savent plus synthétiser l'une de ces deux-là, SIC ou SQP. Là, c'est le résultat de j'ai forcé l'expression de TAR dans une cellule au stade 16 cellules et je n'ai fait que ça. Et le lendemain, je regarde dans ma boîte où j'ai fait cette injection dans un grand nombre d'embryons et j'en ai un certain nombre qui ont cette configuration-là. Donc on l'a aussi mis en photo sur un de nos posters. Et j'ai ici le bleu, en fait, c'est une substance que j'ai injectée dans la même cellule et qui me permet, donc cette cellule que j'ai injectée au stade 16, elle va se diviser et elle va se déplacer. Et j'injecte au moment où je fais mon injection de TAR, quelque chose qui va me permettre de suivre toute cette descendance. Donc ça veut dire que toutes les cellules qui seront issues de la cellule injectée, quand je vais regarder à 24 heures, je saurai les repérer. Elles vont avoir récupéré mon colorant. Et donc là, en l'occurrence, je sais dire, ça c'est l'embryon normal, et celui-là, c'est celui qui est la conséquence de mon injection. Et donc là, j'ai effectivement le voyage des cellules dans l'embryon qui ont fait quelque chose d'inattendu, et ce quelque chose d'inattendu est une conséquence de la manipulation que j'ai faite. On est allé plus loin que ça, donc ça, effectivement, quand je regarde à 24 heures, je peux me dire, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que je suis susceptible d'aller regarder ce que font les cellules à chaque instant pour discuter comment se forme cette deuxième tête, en l'occurrence? Et donc là, on a effectivement une certaine compréhension de ce que font les cellules et qui est nécessaire à la formation d'une deuxième tête, et un peu plus que ça d'ailleurs, à la formation de deux yeux normaux. Donc, regardez juste le mouvement de ces cellules. Je dirais que la conclusion de cette étude-là, où on a les données telles qu'elles sont, les images telles qu'elles sont sorties du microscope avec tous les noyaux marqués qui sont donc marqués en blanc, et le repérage qui est fait de population de cellules par nos algorithmes, et le coloriage manuel, là pour le coup, qui repose vraiment sur l'interprétation et les hypothèses que nous faisons sur ce qui se passe, qui aboutit à conclure que pour qu'il y ait une tête avec deux yeux normaux, et donc vous verrez ce que sont deux yeux pas normaux tout à l'heure, il faut que les cellules jaunes et les cellules rouges interagissent de cette façon, avec les jaunes qui vont glisser sous les rouges. Cette interaction se passe pendant 1h30, elles ont 1h30 pour se rencontrer. Si cela ne se fait pas, je pense que je devrais avoir... J'ai un autre film pour vous le montrer, j'ai une autre visualisation qui montre la même chose. La question que je pose est celle de l'interaction de mes cellules rouges. Alors celles-là, en fait, si je les suis au cours du temps, leur descendance va participer à la formation de l'hypothalamus, donc une partie du cerveau ventral. Et ce futur hypothalamus, ces cellules-là du futur hypothalamus doivent interagir avec ces cellules jaunes. Vous voyez qu'elles sont plus profondément dans... Donc c'est Thierry qui a dû me faire ça. On a retourné l'embryon là avec l'interface de visualisation interactive qu'il a faite. Et donc là, je vois effectivement ce que sont les mouvements cellulaires qui sont sous-jacents à cette interaction. Donc une schématisation, là pour le coup, qui est vraiment... Là, j'ai mon modèle. Je dirais que j'ai fait mes observations, j'ai fait mes mesures et je dis ok, à ce moment-là, avec cette schématisation-là, 6 heures après la fécondation, mes cellules jaunes doivent toucher les cellules rouges, et si cette interaction-là ne se fait pas, je vais avoir ce type d'anomalie. Ça, c'est un embryon de poisson à 24 heures avec ses deux yeux, cristallin rétine. Si cette interaction ne se fait pas, ils vont avoir divers degrés de cyclopie. Ma cyclopie, c'est les rétines sont partiellement fusionnées ici, et là, il n'y a plus qu'un seul œil, un seul cristallin, une seule rétine. C'est en fait un type de défaut que l'on peut observer on a ce type d'anomalie, notamment chez les bovins, chez les ovins, lorsqu'ils mangent certaines plantes,
Veratrum, je pense, Veratrum album, où est ma collègue experte en alcaloïdes, qui contient effectivement un alcaloïde qui, administré à l'embryon, va avoir ce type de conséquences. Et donc, de fait, on sait, et c'est exactement ces processus-là, que lorsqu'il y a cette incidence de bovins ou d'ovins cyclopes, il y a effectivement une grande chance que les animaux aient ingéré cette substance. Et alors là, je dirais que la logique de la chose, c'est un peu comme ce que je vous ai raconté pour la thalidomide. Ce que j'ai fait, moi, au prix de manipuler des protéines dans l'embryon, je pourrais l'avoir en ayant incubé mes embryons avec cet alcaloïde, donc qui est une substance naturelle qu'on trouve dans des plantes. Et donc là, en l'occurrence, chez les bovins et chez les ovins, simplement ingéré par la mère, et ingéré par la mère va venir baigner l'embryon avec ce type de conséquences développementales. Donc ça va être mes dernières images, et j'ai mis ici sur le mode voir et bon, penser les phénomènes, bien sûr, pour faire des hypothèses et aller plus avant dans la compréhension qu'on peut avoir des processus biologiques. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui est fait par Philippe Hermomel à l'Institut Pasteur. Et là aussi, une microscopie relativement simple, où il nous propose, c'est son exploration de la larve de zébrafiche. Son zébrafiche, ici, a 2 jours, et on est dans la circulation sanguine. C'est un globule rouge. Il est en train de toucher un globule blanc. Et donc c'est toute la question de, on ne sait pas complètement d'ailleurs pourquoi ces globules blancs sont en train de tâter ces globules rouges, avec d'ailleurs, vous voyez, se sont séparés, ça c'est le globule rouge, le globule blanc l'a relâché, mais il garde cette espèce de fil membranaire, de prolongement membranaire, qui fait plusieurs dizaines, voire centaines de microns de longueur, et je dirais que jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-dedans. C'est très fin, mais c'est suffisamment gros pour qu'éventuellement ça puisse véhiculer des protéines. Et donc là, je dirais qu'il y a toutes des connexions entre les cellules et des échanges qui se font entre les cellules qui restent encore largement mystérieuses. Donc là, cet embryon de cette jeune larve de zébrafiche, dont je vous dis que c'est un modèle de prédilection à cause de sa transparence notamment. Donc ce serait très simple d'ailleurs, on n'en a pas aujourd'hui, mais on aurait pu en avoir sous la loupe binoculaire à côté pour vous montrer comment on regarde les globules rouges passer dans les vaisseaux. Et les globules rouges filent, et les globules blancs, eux, ont ce comportement de s'accrocher à la paroi de la veine. Il filerait dans une artère, mais dans la veine, il s'accroche à la paroi et il se déplace en roulant. Autre comportement d'un globule blanc qui a éventuellement une grande mobilité, je dirais une mobilité tout à fait étonnante. Ici, il est en train de se promener dans le cerveau, si vous voulez, où on a l'impression... A priori, j'aurais dit, ah non, les cellules sont très très jointives, rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Et en fait, les macrophages, eux, arrivent à s'infiltrer. La fin de son imagerie, c'est de nous montrer le cœur. Donc là aussi, je peux très facilement, et donc c'est des démonstrations qu'on aime bien faire pour les scolaires, notamment, parce que du coup, c'est, voilà, un cœur qui bat, c'est quoi cette histoire ? Donc voilà le cœur qui bat, qui est en train de pomper des globules rouges, et voilà les cellules du myocarde qui ont ces contractions, cette activité contractile bien synchronisée, et qui sont en train de pomper les globules rouges et de leur donner et de leur dynamique dans les artères. J'ai voulu revenir à l'arbre pour terminer. Merci à notre camarade Luc Foubert. Et celui-là, ouais, vous allez voir, je l'aime beaucoup celui-là. C'est presque pour vous encourager. Donc je sais que si on va sur Internet maintenant et qu'on regarde time-lapse, on va avoir des tonnes de choses qui ont été filmées avec cette stratégie d'avoir des imageries à intervalles de temps réguliers. C'est notamment, moi je suis fascinée par des images du recul des glaciers, où effectivement vous pouvez comme ça à l'échelle des années, si vous faites ces timelapses pendant les années, voir un peu ce qu'est le désastre de la fonte des glaciers. Et donc là, la voûte céleste. Si vous faites ce timelapse, vous allez voir que ça tourne autour d'un point fixe qui est l'étoile polaire. Et donc je pense que le point fixe, on doit l'avoir ici. Donc l'étoile polaire est là, et la voûte céleste est en train de tourner autour de l'étoile polaire. Et bon, je dirais que je trouve que c'est un phénomène qui n'est pas si facile. Bon, et alors l'arbre est devant ici, donc il y en a une partie qui scintille parce que l'arbre le cache.
et avec des étoiles filantes d'ailleurs, éventuellement. Je pense que c'est une étoile filante quand même. Et on doit avoir, je pense qu'on doit avoir un lever de soleil là-dedans. On doit avoir un lever de soleil. Et de fait, on essaie de mettre en place, moi je suis pour systématiser ça, genre un simple time-lapse, je sais pas, d'un arbre fruitier, d'un pommier en fleurs et d'une pomme en train de mûrir, et d'une chose que je serais contente de voir. C'est ma dernière diapositive finalement qui me tient pratiquement de conclusion. On se retrouve effectivement à produire, vous avez dû entendre parler de ça, on dit big data, donc ça veut dire qu'effectivement nos images, nous c'est des volumes énormes d'images, ça veut dire que les stratégies algorithmiques qu'on utilise sur ces images pour quantifier les processus sont aussi le résultat de méthodes qui sont comme le fruit d'années de travail. On se retrouve là avec des données qui sont partageables. Et un collègue tout à fait essentiel à tout ce travail-là, avec qui nous travaillons depuis le début des années, depuis 2005, Paul Bourgine, s'est consacré au cours des années passées à parcourir le monde pour fédérer universités et institutions de recherche. Et il a mobilisé l'UNESCO dans un concept que l'UNESCO a depuis pas mal de temps. Et l'UNESCO a ce concept de jumeler des universités sur une thématique particulière. Et Paul est arrivé en disant, non, la question c'est vraiment la complexité des processus, que ce soit la complexité du vivant, ou la complexité des phénomènes, la complexité des phénomènes climatiques, la complexité des phénomènes humains aussi, sociologiques. Je dirais que par exemple, on est dans une communauté où je partage beaucoup avec mes collègues qui étudient la morphogénèse, c'est-à-dire la genèse des formes dans la géographie. La morphogénèse d'une ville, ils se posent les mêmes questions que moi, et je dirais que leur contrainte d'observation, cette question des échelles, d'espace et de temps, elle est la même pour eux que pour moi. Donc, c'est la question d'avoir des objets dont on qualifie les comportements ou les constitutions de complexes, et se dire que les méthodes pour les étudier sont effectivement transversales, les méthodes formelles, les méthodes mathématiques d'ailleurs sont effectivement tout à fait transversales à l'étude de ces systèmes complexes, qu'ils soient à nouveau en sciences humaines ou en sciences du vivant ou en sciences physiques. Et donc Paul a convaincu l'UNESCO qu'il ne fallait pas jumeler 2 ou 3 institutions, mais qu'il fallait jumeler toutes les énergies et faire de ce campus numérique des systèmes complexes, en français, faire de ce campus numérique des systèmes complexes un grand réseau, si vous voulez, pour partager nos outils, nos méthodes, nos données, donc une forme de science à l'échelle planétaire, à laquelle, qui je dirais, une forme d'espoir à laquelle nous tenons beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci Nelly pour ce voyage dans les cellules, l'embryon, la planète. Des questions? Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de scientifiques étaient embêtés par des mots qui foisonnent chez les biologistes et pas trop chez les physiciens. Ça foisonne aussi chez eux. Bon. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal avec un mot que vous avez prononcé comme évidence. Oui. Et cette évidence, c'est le zébrafiche. Et je voudrais savoir ce que c'est que zébrafiche. Zébrafiche. Oui, alors je suis désolée en plus parce que du coup, je devrais dire poisson zébré. Le français serait poisson zébré. C'est cette espèce de voir l'exposition, j'ai à nouveau les poissons adultes. Donc c'est une espèce de poisson, petit poisson tropical d'eau douce. Les gens qui ont des aquariums d'eau douce sont familiers de cette bête-là parce qu'il est effectivement très facile à élever. Donc à l'âge adulte, il fait 3-4 cm. Et ça fait plusieurs décennies maintenant que c'est un modèle de prédilection dans le type d'études que je vous ai montré, parce qu'il est facile à élever. Voilà.
Mais donc voilà, zébrafiche pour poisson zébré, c'est une espèce de poisson. Et alors à propos de jargon, effectivement, alors quand je dis que mes collègues du côté formel se plaignent du jargon des biologistes, la chose est réciproque, ce qui fait que quand on travaille ensemble, c'est très difficile de travailler, c'est encore pire de publier, du coup, et d'arriver à réconcilier tout le monde. Et c'est peut-être la chose la plus difficile d'ailleurs dans un travail interdisciplinaire, qui est d'arriver à se comprendre. Parce que d'ailleurs, la pire des choses est même de se retrouver souvent à utiliser les mêmes mots pour recouvrir des contenus différents. Et d'arriver tout de suite à un énervement absolument énorme en disant « Ah mais non, non, c'est pas ça que ça veut dire, bon, soyons gentils, mettons-nous d'accord. Peut-être d'ailleurs qu'on sortira avec une troisième définition qui sera le fruit de notre discussion, etc. » Le nématode, c'était un Caenorhabditis, non? C'est Caenorhabditis elegans. Qu'est-ce que c'est une cellule souche, s'il vous plaît? Alors, on a ce dogme qui, pour le coup, a à la fois une part qui tient bon, mais une part qui est tombée aussi. Mais il n'empêche que il y a l'idée que dans l'organisme adulte, chaque tissu, chaque organe et chaque tissu a besoin de se renouveler. On ne reste pas avec les mêmes cellules tout au long de sa vie, et donc les cellules meurent et doivent être remplacées. Donc l'idée, et c'est au prix de ce remplacement, de ce renouvellement, que notre organisme se maintient, évolue cependant. Je veux dire, il n'y a aucune question, c'est vrai que finalement, si on discute la question du développement, je dis le développement, je pense que tout nous montre que c'est tout au long de la vie, parce qu'on est tous placés pour savoir qu'on est à chaque jour une certaine forme de similarité, mais quand même différent. Donc, la question de ce renouvellement implique des cellules qui sont susceptibles de se diviser pour assurer ce renouvellement. Donc, il y a effectivement dans chaque tissu des cellules qui ont cette capacité à se multiplier et à venir remplacer des cellules qui sont mortes. La question de où sont ces cellules, comment elles fonctionnent pour assurer ce renouvellement n'est pas une question simple. Parce qu'on avait l'idée à un moment donné que déjà il y avait des tissus dans lesquels ça ne se faisait pas, que le cerveau par exemple, il n'y avait pas de cellules souches chez l'adulte et que les neurones on faisait que les perdre et qu'on ne les renouvelle pas, ce qui n'est pas vrai. Il y avait aussi l'idée que ces cellules souches, elles avaient forcément, c'était des cellules très particulières qui avaient ce statut-là du début du développement jusqu'à la fin de la vie, et qu'elles étaient indifférenciées, qu'elles pouvaient juste se multiplier, alors avec en plus quelque chose de très particulier, une cellule souche, le dogme c'était, elle va se diviser pour donner une cellule qui restera souche et une cellule qui va se différencier. Et ça, pour le coup, ce dogme-là est tombé. Je veux dire, une cellule souche, quand elle se divise, elle peut faire deux cellules souches, ou une cellule souche et une cellule qui se différencie, ou deux cellules qui se différencient. Le maintien de la population souche, finalement, c'est un effet de population. C'est globalement au niveau de la population qu'on maintient un groupe de cellules qui est susceptible de se maintenir. Ce qui veut dire que des cellules qui sont différenciées peuvent, dans certaines conditions, et celles-là ne sont pas faciles à élucider, c'est pas facile de se mettre d'accord là-dessus, se dédifférencier pour avoir cette capacité de se multiplier et de faire ce travail de renouvellement. Mais en tout cas, effectivement, tout ce qu'on nous dit sur thérapie cellulaire, on va avoir les moyens à un moment donné de refaire les organes, de les régénérer, sont fondés sur ce concept de cellules qui ont cette potentialité de se diviser, de se différencier et de participer à la reconstruction des tissus. Cela dit, du coup, ce qui est important pour moi, là, c'est quand je parle de mon lignage cellulaire, je dirais que finalement, cette continuité, moi j'aimerais bien qu'on ait les moyens de faire ça dans le laboratoire. Je dirais que finalement, si je dis que j'ai ce lignage depuis la cellule initiale jusqu'à l'organisme adulte, ça veut dire que je peux dire dans cette filiation où sont les cellules souches, quelles sont les cellules qui vont avoir cette potentialité. Et je dirais que là, pour moi, il y a quand même une boîte noire sur ce qui est le lien entre ma cellule embryonnaire. Alors là, pour le coup, ma cellule embryonnaire, je dirais qu'elle est souche. Je dirais quand je vois ce que sont les propriétés, elle a toutes les potentialités. Et elle est effectivement, elle a les comportements qu'on attend d'une cellule souche multipotente, elle peut tout faire. Et quelle est dans le lignage la continuité qui va de ces cellules embryonnaires aux cellules qui vont avoir des propriétés souches, une question qui
ouvertes, je dirais. Même dans l'embryon de zébrafille, je ne sais pas comment ça se passe. Vous dites que toutes les cellules se renouvellent. Qu'en est-il des cellules nerveuses? Oui, donc justement, je lui disais que ça n'est pas vrai, je regarde ma collègue, même si nous on a appris pour le coup, hein, je veux dire qu'un neurone différencié c'était fini, il allait mourir et puis qu'on perdait les neurones au cours de la vie, puis que ça n'allait pas se renouveler. Je pense qu'on a toutes les démonstrations maintenant que ça n'est pas vrai. Donc encourageons-nous, on les renouvelle aussi et on doit y avoir les moyens de stimuler leur renouvellement. Bon, je suis tout à fait convaincue que l'excitation mentale doit être un bon moyen d'aider la chose, même si, bon, je dirais que c'est quand même un peu plus de l'ordre de la croyance que de la vraie démonstration scientifique. Mais je dirais que celle-là, c'est bien de l'entretenir. J'ai passé toute ma vie à soigner des paraplégiques, des tétraplégiques et des hémiplégiques. Ouais. Je n'ai jamais vu qui récupèrent. Pardon ? Je n'ai jamais vu qui récupèrent. Ah, alors, du coup, dire qu'il y a éventuellement un renouvellement ne veut pas dire que tout se renouvelle. Et alors là, c'est plutôt la question de la régénération qui se pose, qui est, alors à la fois qui fait effectivement, qui est lié au concept de cellules souches, mais qui ne veut pas dire que tout se régénère partout et pour tous les organismes. Cela dit, bon, je ne sais pas où en sont nos collègues qui effectivement travaillent sur des questions de réparation de la moelle épinière. Moi, j'ai quand même bon espoir qu'ils aient des stratégies. En tout cas, bon, je peux mentionner, alors bon, je dirais qu'il y a des organismes qui sont mieux lotis que d'autres. Un des papiers d'ailleurs qui a fait penser que les cellules nerveuses pouvaient se dédifférencier en étant dédifférenciées, finalement être souches d'une certaine façon pour tout type de tissu, et ça a fait un papier dans Science il y a quelques années. C'était chez une axolote, chez un amphibien. Et alors effectivement, l'amphibien, il a des capacités de régénération que nous n'avons pas. Donc là, en l'occurrence, c'était une amputation de la partie caudale de la bête. Les collègues avaient marqué avec une protéine fluorescente verte les cellules gliales, et ils ont pu montrer à l'aide de ce marquage vert, qui est finalement un marquage de lignage cellulaire, que ces cellules gliales s'étaient dédifférenciées et avaient contribué à la reformation de la partie caudale amputée pour tous les types cellulaires. C'est-à-dire que ce soit nerveux, osseux, musculaire. Mais bon, voilà, on n'a effectivement pas la chance que la même chose se passe dans un cas de paraplégie, d'hémiplégie et de blessure de la moelle épinière. Mais bon, alors là, pour le coup, si je voulais le pousser suffisamment loin, je dirais que la question à la fois de dédifférenciation et de régénération, je pense que le système vivant pourrait avoir ses potentialités, et que la vraie question qui se pose, c'est est-ce que je peux trouver les conditions pour les mobiliser? Parce que finalement, ce que font nos collègues sur les questions de régénération de la moelle épinière, c'est ça. C'est est-ce que je peux faire quelque chose qui mette cette moelle épinière lésée dans des conditions qui soient des conditions de réparation, de résilience. Questions? Non? Merci beaucoup. Merci beaucoup Nadine. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Vas-y.